Bien, on va maintenant attaquer la troisième et dernière question de cette présentation du paradigme objet et on va regarder les architectures orientées objet. Donc on va essentiellement parler de conception, comment construire différentes classes, comment améliorer cohérence et couplage. Et pour ce faire, on présentera les concepts centraux de la programmation orientée objet, que sont l'héritage et aussi les interfaces. Avant tout, rappelons les objectifs d'une bonne architecture. Donc essentiellement, on va chercher à améliorer les qualités non fonctionnelles d'une application, c'est-à-dire on ne va pas chercher à voir si elle marche bien, si elle rend bien les services pour lesquels elle a été conçue, mais plutôt de voir comment on peut améliorer la maintenance, c'est-à-dire on imagine bien que dans un futur relativement proche, on va vouloir ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc est-ce que l'ajout de ces fonctionnalités sont faciles? On va aussi voir comment améliorer la performance, savoir si on peut économiser par exemple la création d'objets, si on peut précharger des objets par exemple, si on peut avoir un couplage plutôt dynamique, c'est-à-dire attendre au dernier moment pour exploiter un objet. Et puis on peut, pourquoi pas, améliorer la sécurité, savoir si on peut encore plus garantir que certaines communications ne peuvent pas se faire, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont tous les objectifs d'une architecture et on va essentiellement nous couvrir ce qui est central, c'est améliorer la lisibilité d'une application, c'est-à-dire bien ranger le code dans différentes classes et voir comment elles interagissent. Alors plus concrètement, on va zoomer sur le reuse, c'est-à-dire comment réutiliser du code déjà. Donc vous avez une application qui marche, qui a été testée, et vous êtes en train de créer une autre application et vous voulez réutiliser une partie de cette première application. Donc ça, c'est réutiliser du code. Bien sûr, pour réutiliser ce code, il faudrait qu'il ait été écrit pour être réutilisé. Donc là, c'est l'autre versant du reuse, c'est réutiliser du code, bien sûr, mais aussi écrire du code pour faire en sorte qu'il soit réutilisable. Donc c'est là-dedans, on verra qu'on a ces deux concepts, ces concepts d'héritage et d'interface, qui sont proposés par le paradigme orienté objet. Alors, quand on parle du reuse, on parle aussi des principes de programmation, un petit peu d'architecture. Et le premier principe, c'est le principe appelé DRY, qui dit Don't repeat yourself. Alors, l'idée, c'est que vous n'allez pas euh, coder plusieurs fois la même chose. Donc là, c'est vraiment au cœur du paradigme objet, quand on parle de cohérence et de couplage, de se dire qu'on ne va jamais coder deux fois la même chose. Et pour ce faire, on va utiliser des abstractions, on va utiliser des classes qu'on réutilisera à droite à gauche, donc l'héritage va venir, ou des interfaces qui vont nous permettre d'appeler ces bouts de code. Donc c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase pour avoir un code de meilleure qualité. L'héritage, c'est une relation entre deux classes. Une classe hérite d'une autre classe. Ici, la classe B hérite de la classe A. C'est la notation UML. On parle aussi de sous-classe pour dénommer la classe qui va hériter ou de superclasse pour préciser la classe dont on hérite. Parfois, on peut aussi utiliser la terminologie mère et fille. Alors, quelle est la sémantique de cette relation d'héritage? C'est une relation de conformité, substituabilité entre les objets, instances des deux classes. En fait, tout objet instance de la classe A peut être substitué par un objet instance de la classe B. Autrement dit, les objets instances de la sous-classe ont les données et les traitements définis dans la superclasse. Prenons un exemple relativement abstrait. Ici, je vais considérer que j'ai une donnée que je vais appeler data et une méthode que je vais appeler empiler. Alors, par construction, si jamais je change de couleur, j'ai un objet B instance de la classe B, cela veut donc dire que cet objet B, par construction,
possède la propriété data et on peut lui appeler la méthode empilée. Donc vous voyez bien que tous les objets instances de la classe B peuvent jouer le rôle des objets instances de la classe A. Si maintenant, je reviens avec la couleur rouge, si maintenant je rajoute une nouvelle méthode ici, par exemple, je dis vider. Voilà, on peut vider automatiquement la pile. Si j'ajoute une nouvelle méthode ici, cette méthode sera appelable sur les objets B, donc je peux vider. Mais par contre, j'ai oublié de mettre les parenthèses. Data, non, il n'y a pas de parenthèse. Mais par contre, si jamais à côté, je fais un objet A instance de la classe A, vous voyez que je peux accéder aux data de la classe A, je peux utiliser des méthodes définies par la classe A, mais je ne peux pas appeler les méthodes définies par la classe B. Ça, c'est interdit. Voilà comment se définit la relation d'héritage. Alors venons-en au fait et présentons ce premier concept très utile pour la conception d'une application orientée objet, ce concept d'héritage. Alors l'héritage, c'est une relation entre deux classes. On va avoir deux classes, la classe A et la classe B. Voilà, ça c'est en notation UML et en notation UML, on présente l'héritage avec cette flèche. Donc ici, on a la classe A qui hérite, donc hérite de classe B. On dit aussi que la classe A, parfois, elle est appelée sous-classe. Et là, on a la superclasse. On peut aussi dire que c'est la classe mère et la classe fille. Voilà, c'est vraiment une relation entre deux classes. Une classe hérite d'une autre classe. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce qui est assez intéressant, c'est de la voir au niveau des objets, cette relation d'héritage. Et en gros, les objets sont au moins conformes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais changer de couleur. Là, je vais faire des objets, hop, instance de la classe B. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Tac, tac, ils sont instances de la classe B. Ces objets instances de la classe B, ils ont chacun les traitements et les données qui sont définies par la classe. Là, j'ai les traitements et les données qui sont définies par la classe. Donc, imaginons si je reprends ma couleur rouge ici, alors je suis désolé, ça va être un petit peu moche, mais là, si j'ai des données et des traitements, hop, les données spécifiques ici et les traitements spécifiques ici. Voilà, donc là, c'est ce que définit une classe. Alors, quand on parle d'héritage, en fait, c'est assez simple de le voir au niveau des objets. Ça veut dire que les objets de instances de la classe A, de la sous-classe, eh bien, sont au moins conformes à la classe B. Donc ça veut dire qu'ils font au moins les mêmes choses que les objets instances de la classe A et ils ont au moins les mêmes données que les objets instances de la classe B. Voilà. Donc c'est vraiment une relation de conformité dans le sens où ces objets-là font au moins ce que feraient ces objets-là. Mais ils peuvent faire plus de choses. Alors je vais prendre un bleu un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des nouveaux traitements et ils peuvent avoir des nouvelles données. Voilà. Donc on peut ajouter en gros des champs et des méthodes. Voilà ce que définit l'héritage. Donc en fait on va réutiliser, en fait on est dans le reuse. On va réutiliser en quelque sorte la classe B. C'est-à-dire qu'on dit, OK, moi je fais au moins ce que tu fais, donc je réutilise la définition de tes traitements, la définition de tes données, et j'en ajoute. Donc on va ajouter des champs et des méthodes dans la classe A. Et lorsqu'on va instancier un objet de la classe A, il fera au moins ce que faisaient les objets de la classe B. Alors comment on fait l'héritage en Python? Alors voici un bout de code dans lequel j'ai la classe personne ici. Hein. Hop, je prends mon petit stylo. Ça, c'est la classe personne avec un membre sur cette classe privée, name, et une méthode ici qui permet d'obtenir le nom. Là, un tout petit exemple, je crée un objet, instance de la classe personne, et j'affiche son nom. Donc si j'exécute ce code-là, toc, ici j'exécute le code, hop là. C'est bon, je vois bien que ça marche. Alors, je vais laver toutes mes annotations.
Et je vais ajouter une nouvelle classe, la classe personne salariée. Donc j'ai un tout petit peu préparé pour que ce soit plus facile et plus rapide. Donc je l'ai copié-collé. Hop, je crée une deuxième classe. En fait, on a bien vu que c'était une relation entre classes. Voilà. Et donc cette deuxième classe hérite de la classe personne. Alors si je le fais en UML, j'ai ici salaried, ça c'est ma deuxième salaried, voilà, qui hérite, alors ça c'est la notation UML, qui hérite de la classe personne. Voilà, hop. Donc comment ça se fait? Ben, il faut simplement, lorsque vous précisez le nom de la classe, là il faut rajouter des parenthèses et vous mettez le nom de la superclasse dans les paramètres. Alors, on va modifier maintenant de fait le constructeur de cette classe salariée pour lui dire que lorsque je construis un objet instance de cette classe salariée là, je lui donne bien sûr le nom et je vais lui donner un salaire maintenant. Et je peux, à l'aide du mot-clé super ici, je peux appeler le constructeur de la classe mère. Donc en fait, je vais appeler ce constructeur là. Donc en fait, lorsque je vais construire une instance de cette classe salariée, je vais d'abord appeler ce constructeur et donc affecter à cet objet, l'objet instance de la classe salariée, je vais lui affecter un nom. Ensuite, je lui affecte son salaire. Donc en fait, là, vous voyez bien que j'ai déjà réutilisé du code. Donc si jamais je construis un objet, hop, que je vais appeler plus tard XBS pour salarié, je crois, eh bien en fait lorsque je vais construire cet objet, je vais d'abord utiliser l'init de cette classe, tac tac, puis ensuite je vais pouvoir continuer le code et donc lui donner son salaire ici. Donc là j'ai déjà une réutilisation. Ensuite, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cet objet, il va être responsable de deux traitements. Le traitement de la classe personne, donc getName, et le traitement que j'ai codé ici, getSalary. Voilà. Alors, je lave toutes mes annotations. Hop, je descends dans le code pour vous montrer cet exemple. J'avais commenté, tac, 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 tac. Voilà. XBS salarié. Je transforme ici. Voilà, donc je crée un objet instance de la classe salarié. Je lui donne son nom et son salaire. Et ensuite, je vais simplement imprimer son nom et son salaire. J'exécute ce code. Je le sauve d'abord. J'exécute ce code. Il est là. Tac, exécuter. Voilà, donc ça a marché. J'ai bien Xavier Edis ici. Voilà, donc en résumé, hein, en Python, pour hériter, il suffit de passer en paramètre le nom de la superclasse et on peut alors réutiliser les méthodes définies par la superclasse en utilisant super parenthèse parenthèse et on peut bien sûr ajouter de nouvelles méthodes, ajouter de nouvelles données. Alors, il y a trois cas qui se présentent pour utiliser, pour exploiter, pour bénéficier des avantages de l'héritage. Le premier cas, c'est lorsqu'on veut réduire la redondance dans notre application. Donc, classiquement, vous avez une application dans laquelle il y a plusieurs classes, et puis au bout d'un moment, alors ça arrive souvent, hein, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous êtes en train de développer deux classes et il y a exactement la même méthode dans ces deux classes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc là, on suit le principe dry, hein, don't repeat yourself. C'est pas bien d'avoir deux codes identiques dans deux classes différentes. Imaginez, il y a un bug, vous en corrigez une et pas l'autre, c'est un peu dommage, quoi. Donc, grâce à l'héritage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle un pull-up méthode. Donc, en gros, vous créez une super classe. Hop, ici, je crée une super classe et je mets la méthode G. De fait, je peux supprimer ces méthodes ici. Donc là, c'est un très bon exemple de l'exploitation de l'héritage lorsqu'on veut réduire la redondance. Donc une seule méthode au lieu de deux. Je crée une super classe et j'ai gagné en qualité. Mon architecture est meilleure. Alors, un autre cas possible, qui est finalement plutôt rare, je trouve, c'est lorsque vous voulez étendre une classe existante. Donc là, imaginez, vous avez une classe qui existe. Cette classe-là fait plusieurs traitements, elle a des données qui sont parfaites, c'est exactement ce que vous voulez. Mais
vous voulez rajouter ici quelques traitements et pourquoi pas quelques données. Ça serait dommage de changer cette classe parce que ça se trouve cette classe elle a été testée, il y a d'autres classes qui en dépendent, elle marche plutôt bien, hein. Vous imaginez qu'il y a d'autres classes qui vont en dépendre, elle a été testée, etc. Donc si vous modifiez cette classe, vous risquez un tout petit peu de perturber cette magnifique architecture qui est là, peut-être même un petit peu de cohérence, etc. Donc ce qu'il vaut mieux faire dans ces cas-là, c'est créer une sous-classe. Donc là, hop, on crée la sous-classe. On met ce qu'on veut ajouter, tac, et de fait, ce n'est plus la peine de les mettre dans la classe dont on veut hériter. Alors le dernier cas, qui est vraiment sympathique, c'est celui que j'appelle du template. Donc là, l'idée, c'est que vous allez faire une classe, tac, tac, tac. Vous avez une méthode, donc f, et cette méthode, dans la même classe, hein, dans le code, vous allez appeler une autre méthode g. Mais ici, en fait, vous voulez qu'il y ait différentes déclinaisons de cette méthode G. Donc, vous ne mettez pas le code. En Python, on utilise le mot-clé pass. Et dans ces cas-là, vous proposez à d'autres développeurs ou à vous-même, si vous avez plusieurs déclinaisons de cette méthode G, vous proposez de créer une sous-classe et de coder la méthode G. Donc en faisant ça, vous faites une sorte de template parce que cette méthode G ici, c'est ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire que c'est une place à trou en fait. Vous allez demander à un autre développeur ou à vous-même de combler ce trou. Alors de fait, cette classe en haut, elle ne marche pas toute seule parce qu'il manque du code. Donc c'est ce qu'on appelle une classe abstraite. C'est-à-dire qu'elle ne marche pas tout seul, elle a besoin d'être complétée et on ne peut pas l'instancier directement. Voilà, donc ces trois cas sont intéressants. Si vous faites face à un de ces cas, vous pouvez penser que l'héritage va vous aider à améliorer votre code. Alors, essayons de montrer un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret. Donc là, c'est le template hein, que je vais montrer, l'exploitation de l'héritage dans le cas du template. Donc j'ai ma classe, ma première classe, la classe UE ici, tac, donc unité d'enseignement. Et j'ai cette méthode ici, prettyprint, qui fait appel à cette méthode average. Donc là, je ne me suis pas trop cassé la tête, hein. J'ai considéré que lorsqu'on construit une UE, on donne directement la note d'examen et la note de contrôle continu. Alors, prettyprint demande le calcul de la moyenne. En fait, on pourrait imaginer que ce calcul de la moyenne, mais il y a différentes façons de le faire. On peut prendre du 50-50, 2 tiers, 1 tiers, ou pourquoi pas plein d'autres façons de faire. Donc là, en fait, j'appelle la méthode average qui se trouve ici, mais cette méthode, comme vous le voyez, elle n'est pas développée. Donc j'ai le mot-clé pass qui me dit, ben voilà, pour l'instant, c'est pas encore fait. On verra plus tard. Donc là, j'ai en quelque sorte, alors il y a d'autres façons de faire en Python, hein, là je suis allé à l'essentiel, mais là j'ai en quelque sorte une classe abstraite parce que cette classe ne marche pas toute seule. Il va manquer du code, elle n'est pas complètement terminée. Alors maintenant, je vais compléter cette classe en utilisant l'héritage. Donc là, je crée une autre classe, pardon, UE50, qui va hériter de la classe UE. Vous voyez bien ici que je passe en paramètre la classe UE. Alors, je fais cet appel du constructeur. Donc, lorsque je construis UE50, j'appelle le constructeur de la classe mère. Petit détail au passage, je n'ai utilisé qu'un seul underscore ici pour dire que ces champs-là n'étaient pas complètement privés, hein, ils étaient accessibles par les sous-classes. Bon, mais ça, passons. C'est un autre point sur la visibilité des membres. Là, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment l'exploitation de l'héritage pour améliorer l'architecture et donc ici utiliser un template. Donc là, j'ai mon template, cette classe-là, et j'ai cette méthode qu'il faut compléter. Et là, vous voyez, ben, je la complète, c'est-à-dire dans la sous-classe, maintenant je la complète. Donc là, c'est du code concret. Donc là, on dit que cette classe, elle est concrète. C'est elle qui concrétise la classe du dessus et on a vraiment l'héritage. Hein, si je fais ces deux classes, on a l'héritage comme ça. Alors je vais laver un petit peu les annotations, désolé pour descendre. J'ai bien sûr fait un tout petit exemple. Donc là voilà, je vais créer une UE50, donc concrète. Je ne peux pas créer une UE tout simplement, il n'y aurait pas assez d'informations. Donc je crée une UE50 et je vais appeler la méthode prettyprint qui a été définie ici dans la classe mère, qui va appeler average et average sera défini dans la classe 50. Donc je clean, cls, tac, et j'exécute ce code.
Voilà, donc ça marche. Voilà, donc j'espère que ça vous permet d'un peu mieux comprendre l'intérêt de l'héritage dans cette configuration de template. Alors avec l'héritage, on a vu qu'on pouvait jouer avec les méthodes et les classes, mais soyons plus précis et présentons ces deux notions que sont la surcharge et le polymorphisme. Alors on va pour cela définir deux classes, la classe B qui hérite de la classe A. Nous savons donc qu'il est possible d'ajouter, enfin de définir des nouvelles méthodes dans cette classe B. Alors on parlera de surcharge si la sous-classe définit une méthode avec une signature similaire. Alors pourquoi je mets similaire? Parce que cette notion de similarité dépend du langage. On va considérer par contre qu'ils font au moins le même nom. Donc si ici j'ai une méthode, la méthode dépiler, et ici j'ai une méthode dépiler, mais avec des paramètres un petit peu différents, pas le même nombre de paramètres, ou des typages différents. Ça va dépendre fortement du langage de programmation. On parlera de surcharge. On dit alors que cette méthode, qui n'a pas tout à fait la même signature, surcharge cette méthode. En cas de surcharge, c'est relativement facile parce qu'on va considérer que ce sont deux méthodes différentes. Ça veut donc dire, si je reviens sur la sémantique des objets, je vais prendre la couleur bleue. Si je prends un objet B, vous voyez que je peux appeler la méthode dépiler première signature, donc ça sera entre parenthèses celle de A. Et si j'appelle la méthode dépiler deuxième signature avec plusieurs paramètres, alors ça sera celle de B. Donc c'est relativement facile pour trouver le corps, le body de la méthode correspondante parce que finalement on considère que ce n'est pas vraiment la même méthode. A l'inverse, on parle de polymorphisme, c'est la deuxième notion, lorsque la sous-classe définit une méthode avec exactement la même signature, mais pas le même corps. Donc là, on imagine que la classe B va définir la méthode dépiler avec exactement la même signature, le même nombre de paramètres, etc., mais va donner un corps différent. Alors là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus fin, et donc notre objet B, lorsqu'on va appeler effectivement cette méthode dépiler, eh bien s'il y a eu polymorphisme, alors il appellera la méthode définie dans la classe B. S'il n'y a pas eu polymorphisme, il appellera la méthode définie dans la classe A. Donc le polymorphisme, c'est assez agréable parce qu'on peut changer le body, donc le corps d'une méthode, en fonction de la classe qui a permis l'instanciation de l'objet. C'est une notion vraiment avancée. Bien, on va maintenant présenter le concept d'interface qui est lui aussi très utile pour améliorer l'architecture d'une application orientée objet. Alors, qu'est-ce qu'une interface? On pourrait dire que c'est un contrat d'usage. Alors, c'est pas très clair d'expliquer cela comme ça. Alors, on va partir du principe suivant. Nous avons une classe ici A. Cette classe a des données ici et des traitements. Le traitement, imaginons F. Cette classe va être utilisée par une autre classe, la classe B, qui va utiliser bien sûr les traitements proposés, hein. Donc on a une dépendance pardon, entre ces deux classes. Là, pour autant, on ne voit pas quel est le contrat d'usage. On sait simplement, de manière très schématique, que B, pardon, que la classe B dépend de A, mais on n'a pas précisé plus finement quels étaient les traitements utilisés par B. Donc voilà, là, quand on a besoin d'être un peu plus fin, et on va vite comprendre l'intérêt de ce niveau de finesse, on peut définir un contrat d'usage, c'est-à-dire quels sont finalement les traitements utilisés. Donc on va définir une interface au milieu qui va pas avoir de données, donc on n'a pas de données dans l'interface, mais on n'a que des traitements, donc ici F par exemple. Et ce qu'on peut dire, c'est que B finalement utilise
ce traitement. Donc là, on pourrait avoir plein d'autres traitements, plein d'autres données, etc., etc. Là, on va simplement préciser que B utilise, donc on arrête la dépendance ici, on va préciser que B utilise exclusivement ce traitement F. Et donc, du coup, il faut ensuite expliquer que A réalise, alors ça c'est encore une notation UML, ça ressemble un peu à l'héritage, sauf que c'est du pointillé. On peut dire que A réalise cette interface. Donc A propose d'implémenter les méthodes de l'interface, B utilise. Donc c'est vraiment un contrat appelant appelé et ça va limiter la dépendance de l'utilisateur. Parce que l'utilisateur finalement il ne dépend plus de A, la classe B ne dépend plus de A, mais elle dépend exclusivement de l'interface, c'est-à-dire uniquement des traitements dont elle a besoin. Alors voilà, j'illustre ce propos d'inversion de dépendance avec cet exemple où j'ai la classe personne, hop, je prends du rouge, j'ai la classe personne qui est là avec son nom, le getName comme tout à l'heure, et là j'ai rajouté, pour vous montrer, j'ai rajouté la méthode save, et j'imagine, alors je ne l'ai pas codé, j'imagine que cette méthode save va faire appel à du SQL. Donc là j'ai ma première dépendance de base qui dit personne dépend de SQL. Donc comment, si j'avais codé ça, comment ça marcherait? Je ferais xb égale personne, xb save et je pourrais sauver cette personne. Alors là, je suis bien embêté et j'aimerais inverser cette dépendance. Donc ce que je voudrais faire, c'est avoir l'inverse, c'est-à-dire ne plus avoir cette dépendance, mais avoir en quelque sorte personne qui va dépendre d'une interface et SQL qui va réaliser, on parle de réaliser cette interface. Ok, alors je vais laver toutes mes notes et je vais vous expliquer comment je peux faire. Alors déjà, je vais supprimer le SQL qui est ici, j'en veux plus. Tac, on va voir comment il faudra modifier cela. Je supprime ces deux lignes et je commence par définir cette fameuse interface que j'appelle tout simplement personne repo ITF. Donc quand je définis une interface, alors bon, Python est un peu particulier, on va pas se mentir, mais quand je définis une interface, je définis que des signatures. Donc là ici, je propose la méthode store qui va stocker la personne dans une base de données ou peu importe, à la limite ça pourrait stocker ça dans un système de fichiers. Donc ça c'est vraiment une interface. Ça, c'est une interface et ça définit juste la méthode qui sera utilisée par personne. Donc ici, ce que je peux faire maintenant, c'est j'ai envie de faire store, hop, et j'ai envie de stocker self. Alors, pour pouvoir faire store, il faut que j'ai un objet ici. Donc il faut que j'ai vraiment qui va être l'objet destinataire. Donc c'est mon fameux repo, en fait mon repository, quoi, qui va pouvoir faire store. Donc je peux imaginer, donc là c'est vraiment du lazy binding, je peux imaginer que je vais le passer au dernier moment. Donc maintenant, quand je vais vouloir sauver une personne, il faudra donner le repository. Donc repo.storeSelf. Ok. Et si tout s'est bien passé, je return true. On va faire en sorte que ce soit carrément comme ça que ça marche. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier chemin. Donc allons-y. Montrons un petit peu ce que j'ai fait. J'ai ma classe personne. J'ai changé un petit peu mon application. J'ai toujours SQL. Je vais le mettre ici en bas. Tac. Et là, j'ai fait en sorte que personne, maintenant, elle va appeler un truc un peu bizarroïde qui est cette interface et qui, pour l'instant, est vide. On est d'accord, il n'y a pas de code ici. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je lie SQL à cette interface. Donc là, si j'utilise la notation UML, ça ressemble à de l'héritage, mais ce n'est pas tout à fait de l'héritage parce que ici, en haut, j'ai une interface. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous voyez, j'ai la classe personne repo SQL qui va réaliser l'interface personne repo ITF. Et donc, du coup, je suis obligé ici donc c'est du polymorphisme, de donner le code de la méthode store. Je ne sais pas si ça s'appelle du polymorphisme parce qu'il n'y a pas de code ici. Donc là, je vais vraiment avoir mon code SQL. Voilà. Donc là, imaginons maintenant, c'est là où je fais tout le code SQL. Hop. Donc si je précise cela sur mon schéma, ici j'ai store et ici j'ai store et ici j'ai save qui va dans le code appeler store. Tac. Bien. Alors maintenant, comment ça va marcher à l'implémentation? Je crée une personne. Elle est là. J'ai envie de save. Ah, mais je ne peux pas save de suite parce qu'il faut que je donne le repo. Eh bien là, je peux donner, pourquoi pas, personne
SQL, tac, tac. Et voilà. Et ça va marcher. C'est tout. Donc ce qui est très très intéressant maintenant, ce que j'avais expliqué, c'est pour ça qu'on appelle l'inversion de dépendance, c'est que si je fais une grosse frontière ici, ça c'est ma couche métier, ça c'est ma couche technique, et vous voyez que ma couche métier ne dépend plus de ma couche technique, c'est l'inverse, c'est ma couche technique qui dépend de ma couche métier. Donc regardez bien, la couche métier, ce sont ces deux classes, il n'y a plus aucun appel vers SQL. Donc ma couche métier ne dépend plus de SQL, ça marche. Ma couche technique est ici et elle dépend bien de la couche métier. Donc ça c'est fortement utilisé, hein, l'inversion de dépendance, pour améliorer l'architecture du code. Du coup maintenant, si demain je ne veux plus faire SQL, mais faire, je ne sais pas, on va imaginer que la base de données ça devient Mongo, j'imagine, je fais une nouvelle classe, donc on a vu reuse, donc là c'est écrit pour être réutilisé pour faciliter la modification de l'application. Donc si maintenant je veux mettre une autre base de données, Mongo, qui est une autre base de données, j'aurai plus qu'à écrire du code Mongo, et ici, je n'aurai qu'à transmettre le nouveau repository. Donc finalement, dans mon code métier, je ne change rien. Si vous regardez ce que j'ai fait, j'ai ajouté, hop, je reprends mon stylo ici, j'ai ajouté une nouvelle classe, Mongo. J'ai fait en sorte que cette classe réalise l'interface. Et après, lorsque je fais le lien, donc là c'est un lien très lazy, très dynamique, je construirai un objet instance de cette classe que je fournirai très tardivement à la classe personne. Voilà ce que c'est que l'inversion de dépendance. Nous venons de voir ces concepts avancés d'architecture orientée objet, d'héritage, de classe, d'interface, de polymorphisme, de surcharge. Il faut bien comprendre que ce sont là des constructions avancées qui permettent d'améliorer la qualité d'une application.